Je démissionne. Tu t'occuperas de nous pendant que je réfléchis, a texté ma sœur. J'ai répondu, ça ne me regarde pas et j'ai signé un contrat pour un travail à l'étranger, commençant lundi. 10 minutes plus tard, maman écrivait. Le texto est arrivé à 11h47, un jeudi. J'étais assise dans mon cubicule, à mi-chemin d'un sandwich à la dinde, quand mon téléphone a vibré avec le message de Madison. Salut, sœurette. Grande nouvelle. Je le fais enfin. Je quitte le salon demain. Brandon et moi en avons discuté, et nous avons décidé que j'ai besoin de temps pour me trouver. Tu sais, découvrir ce que je veux vraiment faire de ma vie. Tu t'occuperas de nous pendant que je réfléchis, n'est-ce pas? Je sais que tu as ce super boulot, pas d'enfant ni rien, donc c'est logique. On peut emménager le week-end prochain. Je l'ai lu 3 fois. Chaque fois, ma tension artérielle montait un peu plus. Ma sœur, Madison, avait 29 ans, 2 ans de moins que moi. Elle travaillait comme réceptionniste dans un salon de coiffure depuis 6 ans, gagnant un salaire décent avec les pourboires. Son petit ami, Brandon, avait 32 ans et travaillait sporadiquement comme graphiste indépendant, ce qui signifiait surtout qu'il jouait aux jeux vidéo, tout en mettant occasionnellement à jour le logo de quelqu'un. Ils étaient ensemble depuis 4 ans, vivant dans un appartement exigu que ses parents subventionnaient en partie. J'ai posé mon sandwich. Mes mains tremblaient. L'audace était presque impressionnante. Presque. J'ai répondu par texto, ça ne me regarde pas. 3 petits points sont apparus, ont immédiatement disparu, puis sont réapparus. Qu'est-ce que tu veux dire? On est une famille. C'est ce que fait la famille. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis allé directement au bureau de ma manager et j'ai demandé si le poste à Singapour était toujours disponible. Celui qu'ils essayaient de pourvoir depuis 3 mois. Celui qui venait avec une augmentation de salaire massive, un package de relocalisation complet, et un contrat de 3 ans commençant lundi. Tu es intéressé? Diana avait l'air stupéfaite. Tu avais dit que tu ne pouvais absolument pas déménager à l'international. J'ai changé d'avis. Je le veux. Je signe aujourd'hui. 6 heures plus tard, j'avais un contrat dans ma boîte mail. Je l'ai signé électroniquement à 18h23, assise dans ma voiture sur le parking. Mes mains étaient stables cette fois. Le texto de maman est arrivé à 18h33. Marilyn Marie Richardson. Ta sœur vient de m'appeler en sanglotant. Elle a dit que tu refuses de l'aider au moment où elle a le plus besoin de toi. Comment peux-tu être si égoïste? C'est ta famille. On prend soin de la famille. Appelle-moi immédiatement. J'ai fixé le message. La culpabilité a tenté de s'insinuer, comme elle l'avait toujours fait toute ma vie. Mais quelque chose était différent maintenant. Quelque chose avait finalement craqué. J'ai appelé maman. Marilyn, Dieu merci. Écoute, Madison est vraiment en difficulté en ce moment. Maman, je déménage à Singapour lundi. J'ai accepté une mutation professionnelle. Je ne pourrai pas aider Madison, parce que je vivrai de l'autre côté du monde. Silence. Complet. Silence total. Quoi? Je déménage à Singapour, pour au moins 3 ans, peut-être plus. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu ne peux pas simplement quitter ta famille au moment où nous avons besoin de toi. En fait, si. J'ai déjà signé le contrat. C'est à cause du texto de Madison, n'est-ce pas? Tu es mesquine et rancunière. Quelque chose en moi s'est fissuré, libérant des années de choses que j'avais retenues. Tu veux savoir ce qui est mesquin, maman? Laisse-moi te raconter une histoire. Laisse-moi te parler des 15 dernières années de ma vie. Marilyn, non, tu vas écouter. J'avais 17 ans quand papa est mort. Crise cardiaque, soudaine et brutale. Il était le parent qui me voyait vraiment, qui venait à mes compétitions d'athlétisme et m'aidait avec mes devoirs de calcul. Maman avait toujours été plus proche de Madison, sa petite fille, qui avait besoin de plus d'attention, plus de soutien, plus de tout. Ce matin-là, je me préparais pour l'école. Papa buvait son café à la table de la cuisine, lisant le journal comme il le faisait chaque matin. Il a levé les yeux et m'a souri, m'a demandé si j'étais prête pour ma présentation d'histoire. J'avais dit oui. Il m'a dit qu'il était fier de moi. 20 minutes plus tard, maman criait depuis leur chambre. Les funérailles étaient bondées.
Papa était très apprécié dans son entreprise d'ingénierie, active dans notre communauté. Tout le monde avait des histoires sur sa gentillesse, son humour, sa générosité. Je me tenais là, dans une robe noire que j'avais empruntée à mon amie Emma, serrant des mains et acceptant les condoléances d'étrangers, tout en me sentant complètement engourdi. Madison n'a même pas pu tenir jusqu'à la fin de la cérémonie. Elle avait eu une crise de panique à mi-chemin, et maman avait dû la faire sortir. J'étais assise seule sur ce banc, écoutant le pasteur parler d'un homme que je ne reverrai plus jamais. Et quelque chose en moi était devenu très silencieux, et très calme. Après la mort de papa, tout a changé. Je commençais ma dernière année de lycée. Madison avait 15 ans et s'est complètement effondrée. Je comprenais que le deuil est différent pour chacun. Mais pendant que Madison avait droit à une thérapie, des absences prolongées de l'école et l'attention constante de maman, j'ai eu droit à des attentes. Tu es si forte, Marilyn. Tu gères ça si bien. J'ai besoin que tu sois forte pour ta sœur. Je n'ai pas eu le droit de m'effondrer. Je devais maintenir mes notes, parce que j'avais déjà postulé pour des bourses. Je devais entrer à l'université, parce que nous ne pouvions pas nous le permettre autrement. Je devais travailler 20 heures par semaine à l'épicerie pour aider avec les factures, pendant que Madison pouvait se concentrer sur sa guérison. J'ai été accepté à UCLA avec une bourse complète. Maman a pleuré, mais pas de larmes de joie. C'est si loin. Comment peux-tu nous quitter maintenant? Madison a encore besoin de toi. J'ai besoin de toi. Madison avait piqué une crise quand je lui avais montré ma lettre d'acceptation. Elle avait littéralement jeté des objets à travers la pièce. Elle avait hurlé que je l'abandonnais, que je me fichais de la famille, que j'étais égoïste de même postuler quelque part si loin. Tu pourrais aller au community college ici, avait dit maman, la voix tendue. Économiser de l'argent, être proche de la maison, là où on a besoin de toi. Mais la bourse couvrait tout. Logement, nourriture, frais de scolarité, livres. C'était l'opportunité d'une vie. Et une partie de moi savait que si je ne la saisissais pas, je n'échapperais jamais au rôle qu'il m'avait assigné. J'y suis allé quand même. C'était la première chose égoïste que j'ai jamais faite, et la culpabilité a failli me tuer. Le premier mois à UCLA, j'ai appelé à la maison tous les jours. Madison refusait de me parler. Maman prenait le téléphone et soupirait lourdement, me tenant au courant de la façon dont Madison avait pleuré pendant tout le dîner, s'était enfermée dans sa chambre pendant des heures, ne mangeait pas correctement. Tu lui manques tellement, disait maman. Et l'implication était claire, c'est de ta faute. J'avais proposé de rentrer les week-ends. Maman a dit que ça rendrait les choses plus difficiles quand je repartirais. J'avais proposé de faire un appel vidéo avec Madison. Elle avait refusé. J'avais envoyé des colis, de longues lettres, des cartes amusantes. Ils sont restés sans réponse. En octobre, je faisais des crises de panique dans ma chambre d'étudiante, convaincu d'avoir fait une terrible erreur. Ma colocataire, une fille nommée Sarah de Portland, m'a finalement assise. Ta famille te manipule, avait-elle dit sans détour. Tu ne vois pas qu'ils veulent que tu te sentes si coupable que tu abandonnes et que tu rentres à la maison. Je les ai défendus. Bien sûr qu'ils ne me manipulaient pas. Ils étaient juste en deuil, juste en difficulté. Mais les mots de Sarah avaient planté une graine. Pendant l'université, j'ai cumulé 2 emplois tout en maintenant une moyenne de 3,9. J'ai appelé à la maison 3 fois par semaine. Je suis rentré pour toutes les vacances, payant des billets d'avion que je ne pouvais pas me permettre. Madison a fréquenté le community college pendant un semestre, puis a abandonné, parce qu'elle avait besoin de trouver sa passion. Maman a soutenu cette décision. Quand j'ai obtenu mon diplôme et mon premier vrai travail, j'ai commencé à envoyer de l'argent à la maison. Pas parce que quelqu'un me le demandait directement, mais parce que maman mentionnait nonchalamment que la facture d'électricité était élevée ce mois-ci, ou que Madison avait besoin de nouveaux pneus, ou que la maison avait besoin de réparation. Chaque fois, je transférais de l'argent. Chaque fois, je mangeais des nouilles instantanées pour le dîner pour compenser la différence dans mon budget. Mon salaire de départ était de 52 000 € par an, ce qui semblait une fortune après avoir été une étudiante fauchée. Mais après les impôts, le loyer, les prêts étudiants pour la petite somme non couverte par les bourses, et le flux constant d'argent vers la maison, j'avais à peine de quoi joindre les deux bouts. Je me souviens d'un mois particulièrement horrible, où j'avais envoyé 600 € pour couvrir l'assurance auto de Madison après qu'elle l'ait laissé expirer. Cette même semaine, ma propre voiture était tombée en panne.
J'avais besoin de 400 € pour les réparations. Je ne les avais pas. J'avais dû emprunter de l'argent à Sarah, qui travaillait alors à Seattle, mais qui était toujours ma plus proche amie. C'est de la folie, m'a-t-elle dit au téléphone. Tu t'endettes pour financer l'irresponsabilité de ta sœur. C'est juste temporaire, avais-je insisté, jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Marilyn, elle ne se remettra jamais sur pied si tu continues de la rattraper à chaque fois qu'elle tombe. J'ai remboursé Sarah en 3 mois, 50 € à la fois. Madison a déménagé à 23 ans pour vivre avec son premier petit ami sérieux, Tyler. Ça a duré 8 mois, avant qu'il ne la mette dehors pour l'avoir trompée. Elle est retournée à la maison. Maman m'a appelé en pleurant, me racontant à quel point Madison avait le cœur brisé, à quel point elle avait besoin de soutien. L'appel était arrivé à 2 heures du matin. J'étais endormi, épuisé par une journée de travail de 14 heures. Maman était presque hystérique. Elle n'arrête pas de pleurer. Elle ne mange pas Marilyn, je suis vraiment inquiète pour elle. Peux-tu rentrer ce week-end? Elle a besoin de te voir. Elle a besoin de savoir que sa famille est là pour elle. J'avais pris un jour de congé le vendredi, conduit 4 heures pour rentrer, passé le week-end à écouter Madison sangloter à propos de Tyler, de la façon dont il ne l'avait jamais apprécié, et de la façon dont tous les hommes étaient des ordures. Elle avait à peine reconnu ma présence, sauf pour accepter ma sympathie. Le dimanche soir, alors que je partais, elle m'avait demandé si je pouvais lui laisser un peu d'argent pour l'essence et la nourriture. Je lui avais donné 120 €. C'était tout l'argent que j'avais dans mon portefeuille, l'argent que j'avais budgétisé pour mes courses de la semaine. J'ai envoyé 1200 € pour couvrir les dettes de carte de crédit de Madison, suite à cette relation. Puis est arrivé Brandon. Au début, il semblait différent. Il avait un travail, son propre appartement. Madison a emménagé avec lui après 3 mois. Maman était ravie. Tu vois, elle met enfin de l'ordre dans sa vie. Je suis si soulagé. Tu dois l'être aussi. Je l'étais, sincèrement. J'espérais que Madison avait trouvé le bonheur. Mais au fil des ans, les appels ont recommencé. Peux-tu aider avec le paiement de la voiture de Madison, juste pour cette fois? Peux-tu leur prêter de l'argent pour le loyer? Peux-tu couvrir leur dépôt de garantie quand ils ont pris un chien? Chaque demande était accompagnée de l'assurance que c'était la dernière fois, qu'ils se remettaient sur la bonne voie. J'ai dit oui à chaque fois. Noël dernier, j'avais dépensé 800 € en cadeaux pour Madison, Brandon et maman. J'avais pris l'avion pour rentrer pendant 4 jours, dépensant 650 € de plus en billets d'avion. Madison m'a donné une bougie à 15 € de chez Target. Maman m'a donné une photo encadrée de Madison et moi, enfants, que je soupçonnais d'avoir été dans le grenier pendant des années. La bougie avait encore l'étiquette de prix en dessous. Je l'ai trouvée plus tard en déballant, nichée dans ma valise. Parfum, joie des fêtes, rayon des soldes. J'étais assise sur mon lit, dans mon appartement vide, tenant cette stupide bougie, et quelque chose s'était fissuré en moi. Pas brisé, fissuré, comme un pare-brise avant qu'il n'éclate complètement. J'avais acheté à Madison un kit de maquillage professionnel qu'elle avait mentionné vouloir, 350 €. J'avais offert à Brandon un casque de jeu haut de gamme, 200 €. Maman avait eu un forfait journée au spa, 250 €. J'avais passé des heures à choisir des cadeaux attentionnés, essayant de leur montrer que je prêtais attention, que je me souciais, que j'étais reconnaissante de faire partie de la famille. Une bougie en solde. La veille de Noël, Madison a annoncé qu'elle envisageait de retourner à l'école pour devenir massothérapeute. Le programme coûterait 8000 €. Elle m'a regardé avec attente. Toute la famille était réunie dans le salon. Maman, Madison, Brandon, tante Lisa, oncle Tom, et quelques cousins. Madison l'avait annoncé comme une nouvelle excitante, mais ses yeux étaient fixés sur moi tout le temps. C'est super, avais-je dit. Comment comptes-tu payer pour ça? La pièce était devenue silencieuse. Le sourire de Madison s'était effacé. Eh bien, j'espérais. Je veux dire, tu as toujours été si doué pour m'aider à investir dans mon avenir. Investir. Comme si l'argent que je lui avais donné au fil des ans était une sorte de fonds commun de placement qui rapporterait des dividendes. J'y réfléchirai, avais-je dit, et j'ai changé de sujet. Plus tard, maman m'a prise à part. Tu sais, tu es dans une meilleure position pour aider. Tu n'as pas d'enfant. Tu gagnes bien ta vie.
Madison essaie vraiment d'améliorer sa vie. J'ai promis d'y réfléchir. Je ne l'ai jamais fait. Madison n'en a plus jamais parlé, ce qui m'a montré à quel point elle était sérieuse. Mais voici ce que j'ai découvert plus tard, des mois plus tard, d'un cousin qui se sentait mal d'être resté silencieux. Madison avait déjà été acceptée dans le programme. Elle racontait aux gens depuis des semaines que je payais pour ça. Elle se vantait de sa généreuse sœur aînée qui finançait son changement de carrière. Quand la date limite des frais de scolarité est passée et que je n'avais pas envoyé d'argent, elle a dit à tout le monde que je m'étais rétracté à la dernière minute. Que j'avais promis d'aider, puis changé d'avis. Que je l'avais laissé tomber. J'avais été faite la méchante, dans une histoire dont je ne savais même pas que je faisais partie. Il y a 3 mois, j'avais reçu un texto de Madison me demandant si je pouvais co-signer un prêt pour une nouvelle voiture. La sienne était vieille mais fonctionnelle. Elle voulait quelque chose de plus joli. J'avais dit non, pour la première fois de ma vie. Madison ne m'a pas parlé pendant 2 semaines. Quand elle l'a finalement fait, elle a agi comme si de rien n'était. Mais il y avait une pointe dans ses textos, une froideur. Tout cela a débordé, au téléphone avec maman. 15 ans à être la responsable, la forte, celle qui se sacrifiait pour que tout le monde soit à l'aise. J'ai tout donné à cette famille, ai-je dit, ma voix étrangement calme. J'ai payé mes études. Je me suis épuisé au travail. J'ai envoyé de l'argent que je n'avais pas. J'ai mis ma propre vie en attente, encore et encore. Et vous savez ce que je réalise aujourd'hui, maman? Personne ne m'a jamais demandé ce dont j'avais besoin. Personne n'a jamais envisagé ce que je voulais. Pas une seule fois en 15 ans. Ce n'est pas juste, Marilyn. Nous avons toujours apprécié. Vraiment? Parce que l'appréciation, ce n'est pas demander plus d'argent. L'appréciation, ce n'est pas s'attendre à ce que je bouleverse ma vie parce que Madison n'a plus envie de travailler. L'appréciation, ça aurait été de me demander comment j'allais quand papa est mort, au lieu de me dire d'être forte pour Madison. L'appréciation, ça aurait été de célébrer mes réussites, au lieu de me faire sentir coupable de les avoir. La voix de maman est devenue sèche. Ton père serait si déçu de toi en ce moment. Les mots ont eu l'effet d'un coup de poing, mais au lieu de m'effondrer, j'ai senti quelque chose se clarifier en moi. Non, maman. Papa serait fier que je me fasse enfin passer en premier. C'est lui qui m'a appris que j'avais de la valeur. C'est toi qui m'as appris que je n'étais précieuse que pour ce que je pouvais donner à tout le monde. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient à nouveau, mais cette fois, d'adrénaline plutôt que de colère. Les 3 jours suivants ont été un chaos. Madison m'a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux qui sont passés de la peine à la colère, puis au désespoir. Comment peux-tu me faire ça? Je suis ta sœur. Tu es une salope égoïste, j'espère que tu le sais. S'il te plaît, jurons. S'il te plaît, parle-moi. J'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. J'ai écouté chaque message une fois, puis je l'ai supprimé. Une partie de moi avait besoin de les entendre, pour comprendre exactement de quoi je m'éloignais. Sa voix, dans ce dernier message, était petite et brisée, véritablement effrayée. L'ancienne moi se serait effondrée, aurait rappelé, se serait excusée, aurait trouvé un compromis. La nouvelle moi a appuyé sur supprimer et a continué à faire ses valises. Maman a envoyé des textos constamment, de longs paragraphes sur les obligations familiales, sur le fait que je les abandonnais, sur la façon dont elle m'avait mieux élevé que ça. Elle a essayé la culpabilité, la colère, et finalement la négociation. Et si Madison promettait de trouver un autre travail tout de suite? Et si elle ne restait avec toi que quelques mois? Et si nous nous asseyions tous pour en parler? Entre les messages de maman, il y avait des textos des amis de Madison, des gens que je connaissais à peine. Apparemment, Madison avait rallié ses troupes, leur avait raconté que sa sœur sans cœur l'abandonnait dans son moment de plus grand besoin. Comment peux-tu faire ça à Madison? Elle a toujours dit à quel point vous étiez proches. La famille est censée être la l'une pour l'autre. C'est vraiment dégueulasse. J'espère que tu pourras vivre avec toi-même. J'ai bloqué tous les numéros que je ne reconnaissais pas. Puis j'en ai bloqué certains que je reconnaissais. Mes propres amis étaient une autre histoire. Jessica, qui me connaissait depuis l'université, a envoyé un seul texto. Jurons, enfin. Je suis si fier de toi. Dis-moi si tu as besoin d'aide pour faire tes valises.
Sarah a appelé de Seattle. Oh mon Dieu, tu l'as vraiment fait. Tu t'es vraiment choisi. Marilyn, je suis sincèrement ému en ce moment. C'est la meilleure chose que tu aies jamais faite. Ma collègue Amanda, avec qui j'avais pris un verre quelques fois, a envoyé, j'ai entendu parler de Singapour. C'est incroyable. Dis-moi si tu as besoin de recommandations. Mon frère y a vécu pendant 2 ans. Le contraste était saisissant. Les gens qui se souciaient vraiment de moi étaient excités et encourageants. Les gens qui me voyaient comme une ressource étaient indignés et agressifs. Vendredi après-midi, j'ai reçu un message Facebook de Tyler, l'ex-petit ami de Madison d'il y a des années. Et, j'ai entendu parler de ce qui se passe. Je voulais juste te dire bravo. Madison a dit à tout le monde que j'étais le méchant quand nous avons rompu. Mais la vérité, c'est qu'elle m'a utilisé tout le temps. Elle m'a trompé, a explosé une carte de crédit à laquelle je l'avais bêtement ajoutée, puis a joué la victime quand je l'ai mise dehors. Je suppose qu'elle te fait la même chose maintenant. Tu es intelligente de t'en sortir. Bonne chance à Singapour. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Madison s'était toujours dépeinte comme la victime dans cette relation, la gentille petite amie trahie par son cruel petit ami. Je l'avais cru, parce qu'elle était ma sœur. Parce que la famille croit la famille. Quelle part de ce que je croyais à propos de ma famille était réellement vraie? Combien d'histoires avais-je avalé sans poser de questions, parce que c'était plus facile que de voir la réalité? J'ai répondu une fois. Je déménage à Singapour lundi. Cette décision est définitive. J'ai besoin de prendre mes distances avec vous deux. Puis j'ai mis leur numéro en sourdine. Ma meilleure amie, Jessica, est venue samedi pour m'aider à faire mes valises. Elle connaissait la situation de ma famille depuis des années et avait été de plus en plus virulente sur la façon dont ils me traitaient. Je suis si fière de toi, a-t-elle dit en emballant ma vaisselle dans du papier journal. Sais-tu combien de fois je les ai regardés te saigner à blanc? Combien de fois j'ai mordu ma langue pendant que tu leur trouvais des excuses? Pourquoi n'as-tu rien dit? Aurais-tu écouté? Elle avait raison. Je ne l'aurais pas fait. J'étais trop ancré dans le schéma, trop conditionné à croire qu'être une bonne fille et une bonne sœur signifiait tout sacrifier. Dimanche matin, j'ai reçu un email de maman. L'objet était, s'il te plaît, lis. Important. L'email était long. Elle y avait clairement passé du temps. Il parlait de la façon dont elle avait réfléchi à notre conversation, de la façon dont elle m'avait peut-être mis trop de pression au fil des ans, de la façon dont elle voulait comprendre mon point de vue. C'était presque suffisant pour me faire hésiter, mais ensuite, je suis arrivé au dernier paragraphe. Cela dit, je pense vraiment que tu fais une énorme erreur avec ce travail à Singapour. C'est si loin. Et si quelque chose arrivait à Madison ou à moi? Et si nous avions besoin de toi? Je pense que tu devrais reconsidérer. Il y aura d'autres opportunités de travail, mais tu n'as qu'une seule famille. S'il te plaît, pense à ce qui est vraiment important ici. Amour, maman. J'ai supprimé l'email. Lundi matin est arrivé. Mon appartement était vide, à l'exception des quelques valises que j'emportais. Tout le reste était en garde-meuble. Je logerai dans un logement de fonction à Singapour jusqu'à ce que je trouve mon propre appartement. Mon téléphone a sonné alors que je chargeais ma voiture pour me rendre à l'aéroport, un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre toute attente, j'ai répondu. Marilyn, c'est Brandon. J'ai failli raccrocher. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, je sais que les choses sont compliquées en ce moment, mais tu dois comprendre à quel point c'est dur pour Madison. Elle pleure depuis des jours. Elle pensait vraiment que tu nous aiderais. Est-ce que Madison t'a demandé de m'appeler? Non, Elle est vraiment bouleversée, et je m'inquiète pour elle. Nous comptions sur toi. Vous comptiez sur moi pour financer le chômage de votre petite amie pendant qu'elle se trouve. Réalisez-vous à quel point ça sonne dingue. Ce n'est pas comme ça. Elle a juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir à sa prochaine étape. Pourquoi ne peux-tu pas la soutenir? Tu es son petit ami. Silence. Mon travail de designer est vraiment irrégulier en ce moment, et mes parents ont dit qu'ils me couperaient les vivres si Madison emménageait avec moi chez eux. Donc, votre plan était de me rendre responsable de vous deux. Tu n'as pas d'enfant. Tu gagnes un max. Ce n'est pas comme si ça aurait été si difficile pour toi. Le sentiment de droit était stupéfiant.
Cette conversation est terminée. Ne m'appelle plus. J'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro. Le vol pour Singapour a duré 16 heures, avec une escale à Tokyo. J'ai passé la plupart du temps à dormir, le genre de sommeil profond et sans rêve que je n'avais pas connu depuis des années. Mon corps savait ce que mon esprit était encore en train de traiter. J'étais enfin libre. Singapour était écrasant au début. L'humidité, la foule, le mélange incroyable de langues et de cultures. Mon appartement de fonction était petit mais moderne, avec une vue sur Marina Bay. Mon nouveau bureau était élégant et professionnel, mes collègues accueillants. La première semaine a été un tourbillon de sessions d'orientation, de paperasse, et d'essais pour m'adapter au décalage horaire. Je me réveillais à 3 heures du matin, complètement réveillé, mon corps insistant sur le fait que c'était l'après-midi. Je titubais jusqu'au petit balcon de mon appartement et je regardais la ville se réveiller, les lumières scintillant dans les immeubles de l'autre côté de la baie. Tout était différent ici. La nourriture, le temps, le rythme de la vie. Le MRT, le métro de Singapour, était plus propre et plus efficace que tout ce que j'avais connu en Californie. Les gens faisaient la queue poliment, au lieu de se bousculer dans les rames. Les rues étaient impeccables. Il y avait des règles pour tout, et les gens les suivaient. Je m'attendais à me sentir seul. Au lieu de cela, je me sentais légère. Mon premier projet était une analyse marketing régionale, travaillant avec des équipes à Singapour, Hong Kong et Sydney. Ma manager, Chenny, était une femme brillante dans la quarantaine, qui avait déménagé de Taïwan à Singapour 15 ans plus tôt. Lors de notre premier entretien individuel, elle m'avait regardé attentivement. « Vous semblez soulagé d'être ici », avait-elle dit. Pas excité, soulagé. Fuyez-vous quelque chose, ou allez-vous vers quelque chose? J'ai hésité, puis j'ai décidé d'être honnête. Les deux, je pense. Elle a hoché la tête. Bonne réponse. Fuir quelque chose, c'est bien, tant que vous construisez quelque chose de mieux. Assurez-vous simplement de ne pas passer autant de temps à fuir que vous en oubliez de vivre. C'était un bon conseil. Pendant les 2 premières semaines, j'ai gardé mon téléphone en mode avion, sauf pour vérifier mes emails professionnels. Je savais que j'évitais l'inévitable, mais j'avais besoin d'espace pour m'adapter, pour m'installer dans cette nouvelle vie, sans le poids constant de la maison qui me tirait vers le bas. Quand j'ai finalement rallumé mes applications de messagerie, j'avais 127 textos de maman et 89 de Madison. Je n'ai pas lu la plupart d'entre eux. L'aperçu du texte suffisait. Mais il y avait aussi un message de ma tante Carole, la sœur de papa. Nous nous étions toujours bien entendus, mais elle vivait en Oregon et je ne la voyais que tous les quelques ans. Et Marilyn, ta mère m'a appelé, contrariée par ton déménagement à Singapour. Je lui ai dit que ça semblait être une opportunité incroyable et qu'elle devrait être fière. Ça ne lui a pas plu. Quoi qu'il en soit, je voulais te dire que je suis heureuse pour toi. Ton père le serait aussi. Tu fais ce qu'il faut. Je t'aime, ma grande. J'ai pleuré en lisant ce message. Les premières vraies larmes que j'avais versées à travers tout ça. Le travail était incroyable, stimulant, engageant, exactement ce dont j'avais besoin. Ma patronne, Chenny, était brillante et encourageante. Mon équipe était talentueuse et collaborative. J'apprenais de nouveaux systèmes, je contribuais à des projets majeurs, et je me sentais sincèrement valorisé pour la première fois de ma carrière. Un après-midi, environ un mois après mon arrivée, je suis resté tard, finissant une présentation. Vers 19 heures, Chenny s'est arrêté à mon bureau. Vous êtes encore là. Je termine juste l'analyse de Hong Kong. Elle a tiré une chaise. Puis-je vous dire quelque chose? Quand nous vous avons embauché, j'ai regardé votre CV et j'ai vu quelqu'un qui était gravement sous-payé et sous-promu pour votre niveau de compétence. Vous étiez dans votre dernière entreprise depuis 6 ans, avec une progression minimale. Cela me dit généralement une de ces deux choses. Soit l'employé est médiocre, soit il est exploité. Votre travail m'a dit que ce n'était pas la première option. Je ne savais pas quoi dire. Je vous dis ça parce que je vous vois le refaire. Restez tard tous les soirs, vous portez volontaire pour des projets supplémentaires, travaillez pendant le déjeuner. Vous êtes excellente à votre travail. Vous n'avez rien à prouver. Je veux juste m'assurer que je contribue. Vous contribuez amplement pendant les heures de bureau. Rentrez chez vous, Marilyn. Vivez vraiment dans la ville où vous avez déménagé. Sinon, à quoi bon être venu ici?
Elle avait raison. J'avais remplacé une forme d'autosacrifice par une autre. Je me suis fait des amis, de vrais amis qui ne connaissaient pas mon histoire, qui me voyaient juste comme Marilyn, pas comme la sœur responsable ou la fille distributeur automatique. Je suis allé dans les centres de colporteurs et j'ai essayé toutes sortes de nourriture que je pouvais trouver. J'ai exploré les jardins de la baie et l'île de Sentosa. J'ai fait un voyage d'un week-end à Bali. Mon voisin de bureau, un gars nommé David d'Australie, m'a invité à une soirée jeu de société que sa femme organisait tous les vendredis. C'est là que j'ai rencontré Priya, qui travaillait dans la finance et qui avait ce genre d'humour sec et mordant qui me faisait rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Nous nous sommes liés d'amitié sur notre expérience partagée de mers envahissantes. Grâce à Priya, j'ai rencontré plus de gens. Son groupe d'escalade, son club de lecture, l'équipe de cricket de son mari, qui avait toujours besoin de gens pour venir regarder et boire de la bière. Soudain, mon calendrier était rempli de vrais événements sociaux, avec des gens qui m'invitaient parce qu'ils appréciaient ma compagnie, pas parce qu'ils avaient besoin de quelque chose de moi. J'étais heureuse, sincèrement, étonnamment heureuse. 6 semaines après le début de ma nouvelle vie, j'ai finalement débloqué maman et Madison. Les messages qui sont arrivés étaient un voyage. Les premières semaines avaient été de la colère et de la culpabilisation. Puis est venue la phase de négociation, des promesses que les choses seraient différentes si je rentrais simplement à la maison. Puis la confusion de savoir pourquoi je ne répondais pas. Enfin, un silence radio depuis 2 semaines. J'ai envoyé un message au groupe de discussion familiale, qui incluait maman, Madison, et quelques tantes et oncles. Salut tout le monde. Je voulais vous faire savoir que je suis bien installé à Singapour et que je vais bien. C'est une opportunité incroyable et je suis vraiment heureuse de ma décision. J'ai besoin que tout le monde comprenne que je ne suis plus disponible pour un soutien financier. Je ne suis pas un plan B ou un filet de sécurité. Je vous aime tous, mais j'ai besoin de donner la priorité à ma propre vie maintenant. J'espère que vous pourrez respecter ça. Les réponses ont été mitigées. Tante Carole a envoyé un emoji cœur. Oncle Jim, le frère de papa, a écrit « Bravo, ma grande ». Quelques cousins ont envoyé « Félicitations ». Maman a écrit « Je suis contente que tu sois en sécurité. J'aimerais que tu répondes quand j'appelle. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Madison n'a pas répondu du tout. 3 mois après, j'ai reçu un email de Madison. Pas un texto, un vrai email. Surnom, je ne sais pas vraiment quoi dire. J'ai été vraiment en colère contre toi, mais Jessica m'a dit des choses qui m'ont fait réfléchir. Elle a dit que j'ai profité de toi pendant des années et que je ne m'en suis même pas rendu compte. Je me suis mise sur la défensive au début, mais ensuite, j'y ai vraiment réfléchi, à toutes les fois où tu m'as aidé et à la façon dont je ne l'ai jamais vraiment apprécié, ni même remercié correctement. Je ne sais pas si ça compte maintenant, mais j'ai trouvé un travail. 2 travaux, en fait. Je travaille dans un autre salon et je suis barmaid 3 soirs par semaine. Brandon et moi avons rompu. Il n'était pas prêt à travailler plus dur, et j'ai réalisé que je sortais avec quelqu'un qui voulait se la couler douce sur l'argent des autres, un peu comme je le faisais. Je ne te demande pas de me pardonner ou de revenir ou quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches que j'essaie de faire mieux. Je suis désolé de la façon dont je t'ai traité. Tu mérites mieux de ma part. J'ai lu l'email 5 fois. Il semblait sincère, d'une manière que la communication de Madison l'était rarement, brute et honnête. J'ai répondu « Merci de m'avoir contacté. Je suis fier de toi d'avoir fait ces démarches. J'espère que tu continueras. Je ne suis pas prête pour une communication régulière pour l'instant, mais j'apprécie les excuses. Prends soin de toi. » Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était quelque chose. Une petite ouverture dans la porte que j'avais claquée. Maman était plus difficile. Elle appelait une fois par mois, toujours vers l'heure du dîner, mon heure, qui était tôt le matin pour elle. Les quelques fois où j'ai répondu, les conversations étaient tendues. Elle avait du mal à poser des questions sur ma vie sans enchaîner sur ses propres problèmes ou essayer de me faire sentir coupable d'être partie. Après un appel particulièrement frustrant où elle a passé 40 minutes à parler de la difficulté de tout gérer seule, j'ai dit quelque chose que je retenais. Maman, je t'aime, mais tu dois entendre ça. Tu m'as rendu responsable de la cohésion de cette famille quand j'avais 17 ans. Tu m'as imposé des fardeaux d'adulte tout en laissant Madison rester une enfant. Tu m'as appris que ma valeur venait de ce que je pouvais fournir, pas de qui j'étais. C'est pour ça que je suis parti.
Je ne suis pas parti pour te punir. Je suis parti pour me sauver. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. J'ai fait de mon mieux après la mort de ton père. Je sais que tu l'as fait, mais ton mieux n'était pas bon pour moi. Et j'ai besoin que tu le reconnaisses, au lieu de me faire sentir coupable de me protéger. Une autre longue pause. J'ai serré. C'est dur pour moi, Marilyn. Ça a été dur pour moi pendant 15 ans, maman. Nous avons raccroché peu de temps après. Elle n'a pas rappelé pendant 6 semaines. La deuxième année à Singapour a apporté des promotions et de nouvelles aventures. J'ai commencé à sortir avec un ingénieur logiciel nommé Marcus, qui était de Chicago. Nous nous sommes liés d'amitié sur le fait d'être des expatriés américains et sur notre amour partagé pour les mauvais films d'action. Ce n'était pas sérieux, mais c'était amusant, sain et simple. J'ai voyagé au Vietnam, en Thaïlande et au Cambodge. J'ai commencé l'escalade dans une salle intérieure et j'ai découvert que j'adorais ça. Je me suis fait une amie proche nommée Priya, qui travaillait dans mon immeuble et partageait mon humour noir. Je pensais à peine à la maison, non pas parce que j'avais oublié, mais parce que j'avais construit une vie qui ne tournait pas autour des besoins des autres. Madison envoyait des nouvelles occasionnelles par email. Elle avait été promue directrice adjointe du salon. Elle sortait avec quelqu'un de nouveau, un enseignant qui semblait stable. Elle avait commencé à rembourser ses dettes de carte de crédit. Les emails étaient brefs mais cohérents, et je les appréciais plus que de longues excuses n'auraient signifié. Maman et moi parlions tous les 2 mois. Les conversations étaient toujours maladroites, mais moins tendues. Elle apprenait à poser des questions sur ma vie sans immédiatement pivoter vers ses propres difficultés. C'était un progrès, même s'il était lent. Puis est arrivé l'appel qui a tout changé. C'était 2 ans et 4 mois après mon départ. Maman a appelé un mardi, ce qui était inhabituel. Sa voix était tremblante. Marilyn, je dois te dire quelque chose. Je suis allé chez le médecin la semaine dernière. Ils ont trouvé quelque chose lors de ma mammographie. C'est un cancer du sein, stade 2. Mon estomac s'est noué. Quel est le plan de traitement? Tumorectomie suivie de radiothérapie. Ils sont optimistes quant au pronostic, mais j'ai peur, ma chérie. J'ai vraiment peur. Pour la première fois depuis des années, elle semblait avoir réellement besoin de moi. Pas de mon argent ou de mon sacrifice, mais de moi. Je suis là, maman. Je ne peux pas prendre l'avion pour rentrer en ce moment à cause du travail, mais je suis là. On va traverser ça. Au cours des mois suivants, nous avons parlé chaque semaine, de vraies conversations sur ses peurs, son traitement, sa vie. Elle m'a raconté des histoires sur papa que je n'avais jamais entendues. Elle m'a posé des questions sur mon travail, mes amis, ma relation avec Marcus. Elle s'est excusée, s'est vraiment excusée pour la pression qu'elle m'avait mise. J'étais tellement dépassé après la mort de ton père. Madison s'effondrait et tu semblais si forte. Je me suis appuyé sur toi parce que tu pouvais le supporter. Mais je ne me suis jamais arrêté pour demander si tu devais le faire. J'ai pris ta force pour acquise et je t'ai transformé en parent alors que tu aurais dû juste être ma fille. Je suis désolé. J'ai pleuré pendant cette conversation. Le genre de pleurs qui libère des années de douleur. Merci de dire ça, maman. Madison a pris les choses en main pendant le traitement de maman. Elle l'a emmenée à ses rendez-vous, et resté avec elle après l'opération, à gérer les médicaments. Elle m'a envoyé des nouvelles et des photos. Sur une photo, elle et maman faisaient des grimaces à l'hôpital, maman en blouse et Madison portant une perruque ridicule de la boutique de cadeaux. J'essaie de garder le moral, a texté Madison. Tu nous manques, cependant. Tu te débrouilles très bien, ai-je répondu, et je le pensais. Le traitement de maman a été un succès. Au 6e mois, ses scanners étaient clairs. Le soulagement était immense. J'ai pris l'avion pour rentrer une semaine pendant son dernier traitement de radiothérapie. C'était étrange d'être de retour en Californie, dans la maison où j'avais grandi. Tout semblait plus petit, en quelque sorte. Madison est venue me chercher à l'aéroport. Elle avait l'air différente, plus mature, plus posée. Elle m'a serré fort dans ses bras et a tenu plus longtemps que je ne m'y attendais. Tu m'as vraiment manqué, surnom. Tu m'as manqué aussi. La semaine a été étonnamment bonne. Nous ne sommes pas retombés dans nos vieux schémas. Madison n'a rien demandé, sauf mon temps. Maman ne m'a pas culpabilisé d'être partie. Nous avons cuisiné ensemble, regardé des films,
feuilleter de vieux albums photos. Le dernier soir, nous nous sommes assises dans le jardin avec du vin et l'album photo étalé autour de nous. J'ai failli détruire cette famille, a dit maman à voix basse. Quand tu es parti, j'étais si en colère. Je ne comprenais pas pourquoi tu nous abandonnerais. Mais tu ne nous as pas abandonnés. Tu t'es sauvé. Et en regardant Madison prendre les choses en main ces derniers mois, en la voyant devenir responsable et capable, j'ai réalisé que je l'avais maternée pendant des années. Que je nous maternais toutes les deux, en fait. Nous avions besoin que tu partes. Je ne voulais pas vous faire de mal, ai-je dit. Je sais, mais tu as dû nous faire du mal pour nous aider. C'est une position terrible dans laquelle mettre quelqu'un. Madison s'est essuyé les yeux. J'étais si en colère contre toi d'être parti. Je me sentais abandonné. Mais Jessica avait raison. Je te traitais comme un compte en banque, pas comme une sœur. Je ne te voyais même pas comme une vraie personne, avec tes propres besoins. Tu étais juste là pour m'aider. J'ai honte de ça maintenant. Tu as beaucoup grandi, lui ai-je dit. J'ai dû. Tu n'étais plus là pour me rattraper. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue en famille. Je suis rentré à Singapour le lendemain. Marcus est venu me chercher à l'aéroport. Comment ça s'est passé? A-t-il demandé. Guérissant, ai-je dit. Vraiment guérissant. 3 ans après le début de mon contrat, mon entreprise m'a offert un poste permanent, avec une autre augmentation significative. J'ai signé sans hésiter. Singapour était ma maison maintenant. Madison est venue me rendre visite 6 mois plus tard, payant son propre voyage. Elle est restée 1 semaine, et nous avons fait toutes les choses touristiques. Elle s'est émerveillée devant les jardins de la baie, a mangé à s'en faire éclater la panse à Chinatown, et a pris environ 1 millier de photos. Je comprends pourquoi tu es resté, a-t-elle dit le dernier soir. Cet endroit est incroyable, et tu es différente ici. Plus légère. Je suis la personne que j'étais censée être, ai-je dit. J'aime cette version de toi. Je suis désolé qu'il ait fallu te perdre pour la trouver. Tu ne m'as pas perdu. Nous avions juste besoin de distance pour trouver une meilleure façon d'être sœurs. Nous nous sommes étreintes à l'aéroport, et cette fois, quand nous nous sommes dit au revoir, cela ne ressemblait pas à une fin. Cela ressemblait à un nouveau chapitre. Maman n'est jamais venue me rendre visite. Les voyages internationaux étaient difficiles pour elle, et je comprenais. Mais nous faisions des appels vidéo tous les mois, et les conversations étaient bonnes, réelles. Elle me parlait de son club de lecture et de son jardin. Je lui parlais des promotions au travail et des week-ends d'escapade. Nous construisions quelque chose de nouveau, sur les décombres de ce qui s'était brisé. 4 ans après mon départ, j'ai été promue directrice régionale. À 35 ans, je gérais des équipes dans 3 pays et je gagnais plus d'argent que je ne l'avais jamais imaginé. J'avais des amis qui étaient comme une famille. J'avais une vie que j'avais entièrement construite selon mes propres termes. Parfois, je pensais à ce texto de Madison, celui qui avait tout changé. L'hypothèse arrogante que je sacrifierais ma vie pour la sienne sans poser de questions. L'attente qui était si profondément ancrée dans notre dynamique familiale qu'elle n'avait même pas envisagé que je puisse dire non. Je n'ai pas regretté ce que j'avais fait. Pas une seconde. Établir cette limite, faire ce choix, signer ce contrat avait été la décision la plus difficile et la meilleure de ma vie. Ma famille m'avait traité d'égoïste. Ils m'avaient accusé de les abandonner dans leurs moments de besoin. Mais je n'avais abandonné personne. J'avais finalement cessé de m'abandonner moi-même. La vérité, c'est qu'on ne peut pas sauver les gens qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes. On ne peut pas se sacrifier pour la croissance de quelqu'un d'autre. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de prendre du recul et de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs choix. Madison avait besoin d'apprendre la responsabilité. Maman avait besoin d'apprendre que l'amour n'est pas la même chose que la complaisance. Et j'avais besoin d'apprendre que je comptais, moi aussi. Que mes rêves et mon bonheur étaient tout aussi importants que ceux de n'importe qui d'autre. Les limites que j'ai fixées n'étaient pas des murs. C'étaient des ponts vers des relations plus saines, même si pour y arriver, il a fallu que tout s'effondre d'abord. Le mois dernier, Madison m'a envoyé une photo. Elle se tenait devant son propre salon, les clés à la main. Elle avait économisé pendant 3 ans et l'avait acheté content. Je l'ai fait moi-même, a-t-elle écrit. L'argent de personne d'autre que le mien. J'aimerais que tu sois là pour fêter ça.
Je suis si fier de toi, ai-je répondu. Et je le pensais, de tout mon être. Ce soir-là, je me tenais sur mon balcon, surplombant la ligne d'horizon de Singapour, les lumières de la ville s'étalant comme des étoiles. Mon téléphone a vibré de messages d'amis faisant des projets pour le week-end. Marcus devait passer plus tard avec des plats thaïlandais à emporter. Priya voulait savoir si j'étais libre pour aller faire de l'escalade samedi. Ma vie était pleine, non pas d'obligation ou de culpabilité ou de sacrifice, mais de joie, de choix, du genre de liberté qui vient quand on se fait enfin passer en premier. Quelque part à travers le monde, ma famille apprenait à se tenir debout. Ils apprenaient à être entiers sans m'utiliser comme béquille. Il avait fallu un océan entre nous pour que cela soit possible. Je ne leur en voulais plus. Je ne ressentais même plus de colère. Je me sentais juste libre. Et cette liberté, j'avais appris, valait absolument tout.